Nouvelle convocation du tribunal de l'actualité. Merci à vous de prendre rendez-vous avec l'actualité tous les jours de lundi au vendredi sur les antennes des médias leaders Truth TV et Watt FM. Merci à vous également qui nous suivez sur nos plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Scarlett Ouedraogo, président de ce tribunal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, messieurs les juges. Bernard Bougman, juge Inoussa Ouedraogo, bienvenue. Merci. Bonjour, président. Bonjour, juge Ouedraogo. Bonjour, mesdames, messieurs. Bonjour Président, bonjour Bougman. Bonjour. À l'appel de l'Association nationale des étudiants burkinabés ANEB, section Ouagadougou, des étudiants ont battu le pavé le 12 mai 2022 pour dire non à la relecture des conditions et modalités d'octroi du prêt et de l'aide du Fonds national pour l'éducation et la recherche FONER. Quelles sont les implications de ces réformes? Les lignes ont-elles bougé après le mouvement d'humeur de mai des étudiants? La réponse dans cette convocation avec Safieta Kabouré. Elle est la présidente de l'ANEB section Ouagadougou. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Président. Alors, l'audition avec les juges, ça se fera juste après cette virgule, les avant-propos. Messieurs les juges, vous avez la parole. On va commencer avec le juge Bougman. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette convocation du jour? Merci, Président. J'ai deux avant-propos très rapidement. Le premier avant-propos, c'est la Guinée, où les deux qui s'opposaient, Cellou Dalein Diallo et Alpha Condé, donc les deux partis, se sont naturellement rapprochés compte tenu de la situation. Doumbouya a suffisamment fouetté les deux qu'ils ont fini par se rapprocher naturellement. Et donc, parce que Dalein Diallo lui doit répondre le 13 juin devant le juge de ce qui lui est reproché. Déjà, il y a Sabatis qui a fait les frais de cette lutte engagée par Doumbouya contre les malversations et autres. Donc, l'opposant doit répondre. Pour ne pas dire l'ancien opposant à Alpha Condé, doit aller répondre. Et donc rapidement, les deux se sont rapprochés parce que maintenant ils ont le même combat, ils ont le même ennemi ou le même adversaire, c'est sûr. Donc, quand je pense à tous ces militants et à toutes ces militantes de bonne foi qui se sont fouettés, qui sont rentrés dedans, qui se sont blessés ou qui ne s'adressent pas à la parole, ces cadres qui se sont tendus de ces pièges-là, qui aujourd'hui doivent se retrouver sur une même table, se regarder, et des militants à la base qui ne se parlent pas, qui sont divisés. Quand je pense que pour ces deux, il y en a qui se sont sacrifiés jusqu'à la vie, et puis bon, les circonstances de la vie les rapprochent, parce qu'au lendemain du coup d'État, on a vu le show à l'américaine produit par Cellou Dalein Diallo pour soutenir le coup d'État et exprimer sa joie. Et toute sa joie, oui, et tout son plaisir d'avoir vu Alpha Condé débarquer de la sorte. Aujourd'hui, il en fait les frais. Aujourd'hui, les deux se rapprochent et je dis bien, quand on regarde ces militants, je dis bien de bonne foi, qui sont allés se livrer, qui sont allés souffrir pour ces deux messieurs et aujourd'hui qui doivent parler également dans le même langage. C'est pourquoi il faut faire attention. Il faut savoir mettre des limites. Comme l'a dit quelqu'un, la guerre, c'est des gens qui ne se connaissent pas, qui se tuent pour des gens qui se connaissent, mais qui ne se tuent pas. Parce qu'après, ils vont faire, ces mêmes personnes-là vont faire une main tendue, et puis bon, vous n'avez que vos yeux pour pleurer. C'est pourquoi, en la matière, c'est mieux de mettre de la responsabilité, c'est mieux de s'imposer une certaine ligne rouge à ne pas franchir, parce que les réalités de la seconde avant en politique ne sont jamais les réalités de la seconde après. Tout peut basculer, tout peut changer. Donc l'essentiel c'est que le droit guinéen soit dit, la justice soit rendue pour que si Dalein Diallo doit répondre, qu'il réponde, s'il doit être blanchi, qu'il soit blanchi. C'est la même chose pour Alpha Condé et pour ses cadres. Le second avant-propos, c'est à la suite du sujet que nous avons effectivement traité hier. Ça a suscité beaucoup de commentaires. Certains documents ont fuité, faisant état des différentes subventions qui ont été accordées. Quand on regarde au niveau de l'école, la plus grosse part, c'est l'Église catholique qui est à plus de 3 milliards de francs CFA. Hier, moi, j'avais dit que je m'insurge contre la subvention des pèlerinages parce que les religieux gagnent déjà beaucoup. Et ça, c'est vrai. Par exemple, dans ces conditions, un catholique encore qu'on doit subventionner son pèlerinage, et je ne pense pas d'ailleurs que le pèlerinage catholique soit subventionné. Peut-être que je peux me tromper. Mais déjà, parce que l'Église catholique a une convention qui la lie à l'État.
2009, je pense que c'était la première. Après, ça a été révisé en 2019 pour prendre en compte de nouveaux aspects. Elle a beaucoup d'écoles, même une école de formation d'enseignants. Donc, il y a ces subventions-là qui viennent comme un coup de pouce. Mais c'est bon de dire au Burkinabé. Les autres entités religieuses également gagnent ces mêmes subventions parce qu'on a vu dans le même document du MENAPLN pour leurs écoles. Donc c'est seulement en fonction de la nature de la convention et de la taille des différentes entités. Mais c'est bon de dire au Burkinabé. C'est vrai que l'information, elle est là. Pour qui veut la chercher, c'est facile de trouver, de taper sur Internet, vous pouvez avoir ces infos. Mais pour des Burkinabés qui ne sont pas enclins à lire, qui sont beaucoup plus dans l'émotion, c'est bon de leur dire également. C'est bon de leur dire. Mais j'ai dit ce tapage, cette polémique a été soulevée par cela. Donc on n'avait pas besoin de... C'est comme si c'était des choses cachées. Alors que non, la convention a été signée officiellement, c'est rendu public. Pour les autres aussi, c'est la même chose. Donc c'est bon qu'il y ait une communication qui précise les choses. Sinon, vous jetez effectivement une communauté en pâture de façon injuste. Hier, je l'ai dit, de façon injuste. Les autres gagnent, il faut dire comment ils gagnent et comment c'est fait et pourquoi. Et puis c'est simple, on passe à autre chose. C'était ce que j'avais comme avant-propos. Merci, juge Bougman. Inoussa Ouedraogo. Merci. Mon avant-propos va concerner justement les étudiants. De façon générale, les étudiants du Burkina, mais en particulier ceux de l'université Joseph Kizerbo. Pour la plupart, on constate que de plus en plus, compte tenu de la situation difficile dans laquelle ils sont obligés donc de faire de petits boulots un peu à gauche et à droite pour pouvoir s'en sortir. On les voit de plus en plus comme vigiles dans beaucoup d'entreprises ou dans des domiciles privés. Malheureusement, la façon dont ils sont traités n'est pas de nature véritablement à leur permettre de faire leur travail de façon digne parce qu'ils sont plus qu'exploités, ils sont surexploités. Et l'autre aspect, c'est que certains d'entre eux se tournent vers des usines du côté de Kosodo pour pouvoir joindre les deux bouts, mais il nous revient véritablement qu'ils sont utilisés à la limite comme des bêtes de somme, victimes souvent d'accidents de travail, mais comme ils n'ont pas de statut à l'intérieur de ces usines-là, ils sont laissés à eux-mêmes et malheureusement, certains sont obligés même au finish d'abandonner les coups parce que c'est des blessures où ils perdent souvent les doigts et il n'y a personne pour s'occuper d'eux. Et donc c'est une manière pour nous d'interpeller les responsables de ces usines-là ou de ces sociétés de gardiennage-là à regarder de plus près, de façon générale, les conditions dans lesquelles les travailleurs font leur boulot, mais surtout regarder en particulier ces étudiants-là qui sont certes fragiles, qui sont à la recherche de leur pain quotidien, mais qui ne méritent pas d'être traités de cette façon-là. Merci pour ces analyses et ces interpellations. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le Tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble en direct et en simultané de lundi au vendredi. Safieta Kaboré, présidente de l'ANEB section Ouaga, est notre convoqué du jour. Bonjour et bienvenue. Bonjour, président Ouedraogo. Alors, je rappelle que vous êtes étudiante en licence de sociologie à l'université Joseph Kizerbo. Vous avez été portée à la tête justement du comité exécutif de l'ANEB au sorti de l'Assemblée générale du 20 janvier 2022. Alors, de mémoire, c'est la première fois qu'une femme occupe ce poste-là. Votre enjeu est double, c'est défendre les intérêts matériels et moraux des étudiants, mais également prouver que l'autre moitié du ciel peut occuper ce poste-là et de façon, en tout cas, vaillante. Et un mot là-dessus, est-ce que vous n'avez pas eu des appréhensions quand vous preniez en tout cas la tête de cette structure? D'accord, merci. Avant d'en venir à votre interrogation, permettez-nous de vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer sur votre plateau, également de pouvoir donner notre lecture de la situation que les étudiants vivent, à nos parents qui sont souvent extérieurs à nos réalités et qui, du fait de la désinformation de ceux qui sont en face, en fait, ne perçoivent pas la réalité que les étudiants vivent. Donc, merci pour cela. Et en venant maintenant à votre interrogation, effectivement, l'enjeu est double. Mais pour nous, il n'est pas compliqué. D'abord, en ce sens que là où ça peut être une difficulté, comme vous l'avez dit, c'est surtout le fait que nous sommes dans une société féodale
et qu'il n'est pas souvent bien conçu qu'une femme en fait soit à des postes de responsabilité. Donc ça peut être à ce niveau surtout en fait la difficulté. Mais en dehors de ça, au niveau de notre organisation, tous les militants reçoivent la même formation. Et donc, du coup, c'est au même titre, en fait, qu'ils sont formés et ils défendent également les intérêts des étudiants. Donc, en ce sens-là, nous pouvons dire que nous n'avons pas de difficultés à ce niveau, puisque la formation y est. Et l'autre élément, nous avons l'accompagnement de tous les militants et de l'ensemble des étudiants. D'accord. Nous sommes dans les questions de généralité. Messieurs les juges, Non, en termes de questions de généralité, je pense que votre toute première question implique la mienne, mais en même temps, à votre niveau individuel, il y a des enjeux. Voilà, il y a des défis. Et quels sont ces défis, ces enjeux que vous êtes imposés de pouvoir relever à la fin de votre mission en tant que... vous dites que nous sommes dans une société féodale, donc en tant que femme, disons. Merci. Comme on venait tantôt de le dire, ici, ce n'est pas une question de genre, comme on l'a dit, c'est plus une question de défense des intérêts matériels et moraux des étudiants. C'est justement à ce titre-là que nous avons été élus à ce poste de responsabilité. Et ce que nous avons à dire également à ce niveau, c'est que le genre n'implique pas le rôle que nous aurons à jouer. Les défis que nous aurons à relever, c'est, comme on l'a dit, toujours travailler à remplir notre rôle, notre mission, qui est de défendre les intérêts matériels et moraux des étudiants. C'est dans ce sens justement que nous sommes sur le terrain depuis un certain bout de temps pour jouer notre rôle et contribuer à améliorer un tant soit peu les conditions de vie et d'études des étudiants. Et nous souhaitons qu'à la fin de notre mandat, on puisse dire qu'effectivement, nous avons également, comme nos prédécesseurs, là, travaillé à accomplir notre mission. Ça c'est vrai, ça c'est l'aspect classique quand on aborde une responsabilité. Naturellement, c'est comment on appelle ça, c'est de renforcer les acquis des prédécesseurs, mais aussi laisser une trace. Et vous, quand vous allez vous regarder dans la glace pour dire j'ai bien accompli ma mission, c'est qu'est-ce qu'on peut retenir ou qu'est-ce qu'on doit retenir de vous? Oui, bon, je ne sais pas si on ne comprend pas très bien votre interrogation. Oui, mais parce qu'en plus des missions classiques qu'on vous donne, chacun, il y en a quand ils abordent des responsabilités, se donnent également des défis personnels à pouvoir relever. Est-ce que vous en avez déposé? Si oui, lesquels? Nos défis personnels sont ceux que nous venons tantôt de dire. Nous avons été élus et c'est justement pour diriger cette structure-là qui a pour mission de défendre les intérêts matériels et moraux des étudiants. Donc, ce que nous souhaitons, comme on l'a dit, en tant que défi à relever, c'est qu'à l'issue de notre mandat, on puisse effectivement retenir que nous avons accompli à cette tradition de notre organisation, que nous n'avons pas failli et que nous n'avons pas trahi en fait cette ligne-là, que nous avons convenablement joué le rôle que la structure doit jouer dans le sens de défendre les intérêts des étudiants. Donc véritablement, en tant que défi personnel pour nous, ça ne va pas au-delà de ça, comme on l'a dit. Et il n'y a pas une question de genre qui se pose en notre sein. Donc c'est une question qui est résolue. N'eût été l'aspect qu'on a abordé, qui est la société. Mais comme on l'a dit, au sein de l'organisation, c'est une question résolue. Donc nous n'avons pas de difficultés en lien avec cela. D'accord. Juge Ouedraogo. Merci mademoiselle Kaboré et félicitations pour ce poste-là. Comme on l'a dit, ce n'est pas courant dans le mouvement étudiant de voir des femmes leaders. C'est tout à votre honneur, mais c'est aussi à l'honneur de votre organisation et de ses militants qui ont donc eu le courage de vous porter donc à sa tête. Et cela dit, il serait bien que vous nous dressiez aujourd'hui le portrait, si on doit dresser le portrait d'un étudiant burkinabé, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est quoi aujourd'hui l'étudiant burkinabé? Parce que vous aviez dit en introduction que assez souvent nos parents qui sont extérieurs justement au campus et à ces réalités n'a pas la même vision ou la même perception de l'étudiant du fait de certaines informations qu'ils reçoivent. Justement, aujourd'hui, c'est quoi le portrait de l'étudiant burkinabé? À quoi il ressemble? D'accord, merci. Et
vous permettez de revenir en fait sur votre avant-propos. Justement, c'est le portrait type de l'étudiant burkinabé à l'étape actuelle. Et pour nous, un étudiant, son rôle, c'est d'étudier. Mais actuellement, les conditions de vie d'études sont telles que l'étudiant est obligé de se débrouiller, comme on le dit dans le jargon, pour pouvoir survivre et faire face en fait à ses dépenses, aussi bien ces dépenses académiques que dépenses sociales, ce qui les amène à faire ce que nous disons, aller à l'université Ouaga 3. Ouaga 3, c'est les usines de Kosoro dont vous avez tantôt fait cas. Et il y a beaucoup d'étudiants qui sont dans cette situation. Donc actuellement, le portrait de l'étudiant, et burkinabé particulièrement à Ouagadougou, c'est celui qui est obligé d'abandonner les salles de cours et de mener des activités parallèles pour pouvoir subvenir à ses dépenses, parce que les conditions sont réunies pour que non seulement l'allocation qu'il perçoit pour ceux qui en perçoivent est insuffisante, et donc du coup il ne peut pas survivre dans ces conditions et il est obligé de se débrouiller. D'accord, alors le portrait que vous avez dressé justement nous donne un peu le contexte dans lequel vous avez été élu. Il y a les défis au niveau social, il y a les défis au niveau académique. Et parlant justement de ces défis au niveau académique, il y a le chevauchement de l'année au niveau de nos universités, surtout publiques. Aujourd'hui, quelle est la réalité? Est-ce que vous pouvez nous donner aujourd'hui ce qu'on a comme photographie de nos années académiques et la question du chevauchement? D'accord, merci. À l'étape actuelle, ce qu'on peut dire, et les chevauchements dont vous venez tantôt de faire cas, qui sont bien sûr la conséquence de l'application mécanique du système LMD depuis 2009. Et cette application mécanique qui fait qu'à l'étape actuelle, malgré tout ce que les autorités ont eu comme atelier de recadrage et autres, et à l'étape actuelle, c'est véritablement une cacophonie qui ne dit pas son nom, un véritable désastre. On mesure bien les mots que les étudiants vivent. Les chevauchements, au début, on assistait à un chevauchement d'année. Après, c'était des chevauchements de semestre. Mais à l'étape actuelle, tenez-vous bien, ce sont des chevauchements même de matière. On vous donne un exemple. Et actuellement, au niveau du département d'anglais, les chevauchements qu'il y a entre les bacheliers de 2019 et 2020. On vous explique. Et les bacheliers de 2019, pendant qu'ils étaient en train de prendre les cours en tronc commun du semestre 2, les bacheliers de 2020 faisaient les cours optionnels du même semestre. Donc, alors que les bacheliers de 2019 sont censés finir entièrement leur L1, c'est-à-dire les deux semestres, semestre 1 et semestre 2, et pour que ceux qui vont devoir redoubler là reprennent avec les bacheliers de 2020. Alors qu'actuellement, pendant que 2019 sont au semestre 2, étaient maintenant, parce qu'actuellement cela a bougé, ils étaient au semestre 2 en train de faire les cours en tronc commun. 2020 faisaient le cours optionnel du même semestre. Ce qui pose la difficulté qui est que ceux qui vont redoubler et qui vont devoir reprendre avec ceux de 2020 vont arriver à trouver qu'en réalité, ils ont fini le cours même du semestre 2, donc ils n'auront droit qu'aux évaluations, pour là où effectivement l'administration ne va pas programmer les évaluations avant, et bien sûr qu'ils n'arrivent. Et actuellement, la situation, c'est qu'au moment où 2019 est en train de faire débuter du moins les évaluations du semestre 3 pour le même département d'anglais, ils sont en train, 2019 débute les évaluations du semestre 3 et 2020 débute les cours du même semestre. Ça veut dire que ceux de 2019 qui vont redoubler vont arriver à trouver que 2020, ils ont fini déjà le cours du semestre. Donc, du coup, ils n'auront droit qu'à juste faire les évaluations. Donc là, c'est juste une idée pour qu'on ait en fait l'emploi des chevauchements. Il y a également ce qu'on a appelé actuellement la déconnexion des promotions. Et la déconnexion qui fait qu'actuellement, on a des promotions qui évoluent parallèlement dans un contexte de manque criard d'infrastructures, dans un contexte de manque d'enseignants. Et si on prend l'université Thomas Sankara, où la déconnexion, ils l'ont fait avec la filière SEG, avec les promotions de 2020 et 2019 à ce niveau-là. C'est des promotions qui évoluent parallèlement depuis le début de leur L2. Parce que l'administration a refusé en fait d'attendre que les bacheliers de 2019 finissent entièrement leur première année et entièrement leurs résultats avant que ceux de 2020 ne rentrent. Donc, ils ont évolué parallèlement, de sorte à ce qu'actuellement, ils sont au S4, au même niveau d'évolution. Donc, là également, c'est une conséquence, ce qui fait que la question qu'on peut se poser, quel est le sort qui sera réservé aux redoublants de 2019? Parce que s'ils redoublent, ils doivent redoubler avec les promotions qui viennent après elles, donc notamment 2020. Mais ça se trouve que 2020 est au même niveau
que 2019. C'est avec qui ces redoublants vont reprendre. Est-ce qu'on va constituer une promotion à part? Là, ça devient une multiplication des promotions, alors qu'il n'y a pas de construction d'infrastructures, il n'y a pas de recrutement conséquent d'enseignants. Quel est le sort qui sera réservé à ces étudiants-là? Et justement, à ce niveau, la conséquence est au niveau de l'UFR SEA, où la même expérimentation a été faite avec les étudiants de bac 2017 et 2018. L'administration les a déconnectés. Pour le même cas qu'on vient de dépeindre au niveau de SEC, l'administration a décidé de faire entrer 2018 indépendamment de l'état d'évolution de 2017. Ce qui a fait que les redoublants de 2017 sont arrivés trouver que 2018, ils avaient fini tout ce qui est au cours comme évaluation. Et l'administration a pris l'engagement de constituer une promotion pour les redoublants de 2017. Parce qu'en fait, la promotion avec laquelle elle devait reprendre a déjà fini la première année. Et justement, la question qu'on peut se poser, c'est jusqu'à quand cette promotion en fait sera une promotion spéciale. Quel est le sort qui sera réservé aux redoublants en fait de cette promotion 2017? Et actuellement, les redoublants de 2017 évoluent également parallèlement à 2018. D'accord, alors on a une idée en tout cas de la situation. Il y a également une actualité qui a fait couler beaucoup d'encre de salive. C'est le drame de Koudougou, un étudiant qui a perdu la vie dans un restaurant universitaire. Les conditions de son décès, en tout cas jusqu'à présent, sont troubles. Mais ce qui ressort selon les premiers témoignages, c'est lors d'une bousculade justement que ce dernier y est resté. C'est une situation qui a indigné plus d'un. Il ressort également qu'il arrive que certains étudiants prennent le rang à 22h pour manger le lendemain à 11h. Est-ce que c'est une réalité ou bien il y a eu de l'amplification? Non, il n'y a aucune amplification à la matière. Ce sont les réalités que les étudiants vivent et nos camarades à Koudougou sont revenus sur la situation à plusieurs reprises. Également, la section ANEB Koudougou est en lutte pour les mêmes questions. On va dire qu'au niveau de Ouagadougou, les étudiants également sont en lutte. Donc, il n'y a aucune amplification à la matière. Malheureusement, c'est cette situation en fait qui permet à l'opinion publique de comprendre en réalité ce que les étudiants dénoncent souvent. Lorsqu'on dit qu'à l'étape actuelle, les étudiants sont clochardisés, souvent les autorités sont indignées et même nos parents même ont du mal en fait à comprendre. Quand on dit l'étudiant est clochardisé, c'est ça. Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'un étudiant doit prendre le rang la veille à 22h pour avoir un seul plat au restaurant le lendemain? En ce moment, la question qu'on se pose, c'est quel temps est-ce qu'il va utiliser en fait pour faire ses révisions? Et le lendemain à 11h, c'est clair que s'il n'a plus le rang, il est obligé d'attendre. Donc du coup, ses cours du matin également, il est obligé de les chasser. Parce que quoi qu'on dise, ventre creux n'a point d'oreille. Donc il faut qu'il puisse se restaurer pour pouvoir survivre. Et cette réalité est commune à toutes les universités. À Ouagadougou également, c'est une réalité que les étudiants vivent. Et malheureusement, avec la réforme qui est en cours, pour les autorités, c'est justement pour résoudre tout ce qui est difficulté que les étudiants vivent. Mais en réalité, ça ne fait qu'aggraver davantage. Parce que les normes qu'on connaissait par le passé sont en train de revenir. Malheureusement, avec justement leur histoire de digitalisation à l'étape actuelle. Et c'est clair que ce n'est pas exclu qu'on puisse à un moment donné assister malheureusement à la même situation dans d'autres villes comme Ouagadougou et partout ailleurs parce que c'est les mêmes réalités que les étudiants vivent partout. D'accord, vous avez tantôt parlé de réformes, nous allons rentrer dans le vif du sujet. On l'a dit, vous êtes contre justement les réformes annoncées au niveau des conditions d'octroi de l'aide et du prêt FONER. Il y a même un mouvement d'humeur qui s'est tenu le 12 mai dernier, une marche pour dire non à ces réformes-là. Alors, dites-nous concrètement, qu'est-ce que ces réformes contiennent? Qu'est-ce qu'il y a comme réforme et qu'est-ce que vous dénoncez? D'accord. À ce niveau, ce qu'on peut retenir, c'est notamment lors de l'atelier à Koudougou, qui a relu les textes qui régissent les conditions et modalités d'octroi de l'aide et du prêt aux étudiants, aussi bien aux étudiants du public que du privé. Et à ce niveau, les autorités avaient pris un certain nombre de mesures qui ont évolué par le temps. On va donner actuellement ce qui a été décidé. C'est notamment la modification en fait de la moyenne, le renouvellement de l'aide qui passe de 5 sur 20 de moyenne à 7 sur 20. Il y a également la condition en fait de revenus annuels des parents
qui est une nouvelle condition qui n'existait pas dans les textes, qui est que désormais, si un étudiant a ses parents qui ont un revenu annuel cumulé supérieur ou égal à 10 millions serait exclu du bénéfice de l'aide. Il y a également l'exclusion des étudiants du privé du bénéfice de l'aide et également la dernière condition qui est l'augmentation du taux de remboursement du prêt qui passe de 3% à 6%. Donc ce sont là le contenu en fait des différentes réformes au niveau du texte qui régissent les modalités et conditions d'octroi des allocations au niveau du FONER. D'accord. Messieurs les juges, le décor est planté? Oui, effectivement, le décor est suffisamment planté. Ça laisse percevoir les difficultés déjà liées à la restauration qui est d'ailleurs le plus grand enjeu parce qu'effectivement, il a dit ventre clos n'a point d'oreille pour suivre les cours, pour se concentrer et puis étudier. Maintenant, pour quelqu'un qui prend le rang à 22h pour être servi le lendemain à 11h, je suis curieux de savoir, il dépose un caillou, il dépose un morceau de bois pour dire c'est ma place ou comment ça se passe exactement? Bon, à ce niveau, pas forcément déposer un caillou comme on l'a dit. Parce que si vous avez suivi les conditions dans lesquelles en fait, l'étudiant est décédé malheureusement, on a dit que c'était à l'occasion d'une bousculade. C'est clair que si c'était des cailloux qui étaient à la place, il n'y aurait pas eu de bousculade. Donc à ce niveau-là, ce qu'on peut déjà dire, la question que vous voulez savoir, c'est est-ce que depuis la nuit, comment est-ce que l'étudiant fait pour conserver sa place? Exactement, c'est ça. Il y a plusieurs stratégies à ce niveau et il est clair qu'en réalité, si tu quittes le rang, tu ne peux plus l'intégrer. Parce que si vous restez là-bas de 22h à 11h. Il faut rester justement dans les rangs. Ok, d'accord. C'était en tout cas la question que j'avais. La deuxième question aussi, il y a la question de la digitalisation, la dématérialisation aussi qui est dénoncée. Il y en a qui proposent comment on appelle ça, deux options. En même temps qu'il y a le numérique, il y a aussi les tickets papier physiques. Voilà, pour parler ainsi. Alors, ici, qu'est-ce qui coince alors qu'au début, tout le monde disait que tout allait bien et paf, il y a eu beaucoup de problèmes. On a même reçu ici un des prestataires de cette digitalisation qui dénonçait également un abus comme vis-à-vis de lui. Voilà, tout à fait. M. Traoré, qui avait dénoncé également avoir été victime d'ailleurs de l'administration universitaire. Aujourd'hui, quelle est la situation liée à cette dématérialisation? D'accord. À ce niveau, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a assez de difficultés en la matière. Bon, s'il y en a qui vous ont dit que cette dématérialisation des tickets au niveau de la restauration universitaire, tout se passait bien, c'est à se demander, est-ce une personne qui est réellement du milieu? Parce que toutes les réformes que nos autorités ont entreprises en matière de restauration universitaire, là, il y a eu des limites. La première expérience, ce n'est pas la digitalisation, mais c'était l'informatisation que les autorités ont dû suspendre à un moment donné. L'informatisation, notamment en 2018, et où l'étudiant en fait utilisait des cartes magnétiques pour tirer en fait des tickets à partir des TPE. Et on a vu qu'à un moment donné, ces cartes-là ne répondaient plus. Donc, et on disait que les cartes devenaient muettes. Et à ce niveau, pour faire parler les cartes, comme on le disait, l'étudiant devait débourser au moins 500 francs. C'était inadmissible. Et c'était tellement récurrent que les autorités au niveau du CENU ont dû abandonner l'informatisation pour revenir au ticket ordinaire. Et c'est après qu'on nous a parlé de la digitalisation. Et au moment où on s'attendait justement à ce qu'on puisse, au niveau des structures d'étudiants à caractère syndical, nous revenir. Parce qu'il y a eu une rencontre qui s'est tenue, on le précise, et à la rencontre, lorsque les autorités du CENU ont voulu nous faire la démonstration, tenez-vous bien sur le champ, il y a eu un problème de connexion qui a fait qu'en réalité, ils n'ont même pas pu nous faire la démonstration. Et ils nous avaient promis de nous revenir et on a été surpris que sur le terrain, on puisse appliquer la digitalisation avec ce que les autorités ont appelé Digit Merci, où l'étudiant devait disposer d'un Android, créer un compte et avoir un code QR pour tirer son ticket de restauration à partir de ce code QR-là. Nous avons dit que dans ce contexte, on dit que l'étudiant est clochardisé ou les allocations ne suffisent plus. S'il faut exiger à l'étudiant d'avoir un Android, c'est assez difficile. S'il faut l'exiger d'avoir de la connexion pour pouvoir recharger son compte et autres, c'est assez difficile. On l'a dénoncé. Malheureusement, les autorités ont persisté à l'intérieur jusqu'à ce qu'il y ait le blocage là où on en est. Et même cette digitalisation, on précise au passage que ça exclut bon nombre d'étudiants. Parce que tous ceux qui étaient des bacheliers de 2017 et antérieurs n'étaient pas pris en compte par la plateforme. Donc du coup, ces étudiants étaient obligés
de se recenser en fait pour pouvoir en fait être pris en compte par la plateforme. Mais jusqu'à présent, il y a des étudiants qui sont exclus. Et actuellement, la grosse limite avec Digit Merci, c'est le fait que l'étudiant peut recharger son compte et se retrouver avec un solde de 0 francs. Il y a plein de témoignages en la matière où l'étudiant dit que, par exemple, qu'il a mis 3 000 francs dans son compte. Il consulte ses 0 francs, donc du coup il ne peut pas se restaurer. Il part se plaindre au niveau des services et à ce niveau, ce qu'on lui dit, non, en réalité son argent est là, il faut qu'il recharge encore pour que la totalité vienne. Il recharge 2 000 encore et rien ne vient. Dans ce contexte où les étudiants n'ont pas d'allocation, imaginez que l'étudiant prenne tout ce dont il dispose là pour mettre dans son compte et il n'a pas de quoi se restaurer. Comment est-ce qu'il va faire pour survivre? Après cela, les autorités ont envoyé dernièrement ce qu'elles ont appelé ces restos. Ces restos qui, cette fois-ci, n'utilisent pas forcément un Android, mais qui exigent l'utilisation d'une puce Orange. Donc, du coup, la difficulté tout de suite qui se pose, c'est que si Orange a un problème de réseau, c'est clair que l'étudiant ne peut pas se restaurer, puisque ça utilise forcément la puce Orange. Et à ce niveau, il y a assez de difficultés. Et ça utilise également de la connexion, on précise, parce que tout au long du processus, à un moment donné, pour que l'agent du CNU valide le ticket, il a besoin de connexion en fait pour recevoir le code OTP que l'étudiant en fait va générer. Et à ce niveau, on disait tantôt que les longs rangs sont en train de renaître parce que justement au niveau des agents, il y a un problème de connexion qui se pose. L'étudiant peut en fait vouloir, comment on va dire ça, pour avoir son code OTP, il débourse en fait et au niveau de l'agent, ça ne vient pas. Donc l'agent n'a pas de quoi valider le ticket de l'étudiant alors que sur l'étudiant c'est débité. Donc l'étudiant est là, il ne sait pas quoi faire. Imaginez que par exemple que l'étudiant, c'est soit son dernier ticket qu'il débite et qu'il n'arrive pas à le valider au niveau de l'agent de CNU. Il est obligé d'attendre au moins 24 heures pour que l'argent retourne dans son compte avant qu'il ne puisse encore l'utiliser. Si c'est son seul ticket. Et c'est justement tout ce qu'il y a comme difficulté à l'étape actuelle. Et vous l'avez dit, la revendication des étudiants à ce niveau, c'est qu'on puisse ajouter simplement le ticket ordinaire à ces deux réformes qui sont en cours, de sorte à ce que l'étudiant puisse avoir le choix. Oui, je voulais revenir sur ces histoires de rangs qui ont malheureusement coûté la vie à un étudiant à Koudougou. Pourquoi les étudiants sont obligés d'aller s'aligner à partir de 22h pour manger le lendemain à partir de 11h? Pourquoi? D'accord, merci. La question est simple à ce niveau. C'est justement parce que le nombre de plats est assez insuffisant. Et ce qu'il faut dire à ce niveau, c'est que le nombre de plats servis sur tout l'ensemble du territoire burkinabé par rapport au nombre d'étudiants là est pratiquement insignifiant. On va revenir au cours des débats avec des chiffres précis là-dessus. Mais c'est ce qui fait que l'étudiant est obligé. Parce que sans ça, il va arriver à trouver que les repas sont finis. Et dans la plupart des restaurations universitaires, par exemple à Ouagadougou, si vous arrivez à 13h, le repas qu'on va vous servir, excusez-nous du terme, mais peut-être qu'un chien même va refuser de manger cela. Si j'ai posé la question, c'est justement pour avoir des chiffres. Par exemple, à Koudougou, à combien d'étudiants sommes-nous à peu près, à combien de plats par jour les étudiants doivent s'attendre? À ce niveau, le nombre de plats, c'est surtout, on va donner des chiffres à ce niveau pour être plus exact, notamment de façon générale, parce que le nombre de plats en fait, qui sont servis à ce niveau, c'est des chiffres, en fait, comme on l'a dit, au niveau même national, où le contingentement de nombre de plats, c'est 15 000 plats qui sont servis pour 151 000 étudiants. C'est selon même l'annuaire statistique, en fait, le tableau de bord, de l'enseignement supérieur de 2019-2020, où c'est 15 000 plats qui sont servis par jour pour l'ensemble des étudiants. Donc 151 000, là, vous verrez que le ratio, en fait, est assez insignifiant. Ok. Alors, face à tout ça, justement, est-ce que les réformes qui sont entreprises pour la digitalisation, vous avez été impliqués? Non, à ce niveau, ce qu'on avait tantôt dit, c'est qu'il y a une rencontre qui s'est tenue pour présenter la digitalisation au niveau des organisations. Et on a dit à la rencontre même, le système même a planté. Et de sorte à ce que les autorités du CNU n'ont pas pu en fait aller au bout de leur démonstration. Et on avait déjà dit avec cela, c'est clair que sur le terrain, il faut qu'on s'attende à ce qu'il y ait assez de difficultés. Voilà. On nous avait promis de nous revenir au niveau des organisations avant bien sûr l'application, mais on a été surpris que ça a été mis en œuvre à la rentrée académique 2021 précisément.
D'accord. Okay. Je voulais revenir sur les chevauchements au niveau des années. Est-ce que, au-delà de la question du LMD, il y a d'autres raisons qui peuvent justifier ces chevauchements-là? C'est le LMD principalement, mais comme on l'avait tantôt brièvement dit, malgré tout ce que les autorités ont fait comme recadrage autour du LMD, qui pour nous d'ailleurs témoigne en réalité d'un aveu d'échec, parce qu'au niveau des étudiants, la revendication, c'est qu'on puisse suspendre le LMD. On précise bien, c'est une suspension et non une suppression. Et à ce niveau-là, les autorités n'ont pas le courage de suspendre ce système. Et ce qui est d'actualité, c'est l'application de ce qu'on a appelé le nouveau régime général des études. Et il y a un texte pour le niveau licence et un autre pour le niveau master, où ce texte en réalité vient aggraver les conditions de vie d'études des étudiants. On vous donne un exemple. Vous avez tantôt parlé des chevauchements. Par exemple, ce qui se passe avec le LMD, notamment avec la semestrialisation, il est permis à ce que l'étudiant, en fait, qui valide un semestre de la première année, par exemple, puisse être autorisé à prendre les cours du semestre complémentaire au niveau de la deuxième année. On prend un exemple concret pour l'étudiant, par exemple, qui valide le semestre 1 de la première année et qui ne valide pas le semestre 2. On l'autorisait à aller prendre les cours et les évaluations du semestre 3, mais revenir en fait composer le semestre 2. Ce qui faisait que tout au long de l'année académique, là, tout au long des 9 mois, l'étudiant faisait à la fois en fait 2 semestres. Mais actuellement, avec ce nouveau régime, il est dit que désormais, il faut valider entièrement les 2 semestres avant de passer en année supérieure. Ce qui signifie que si l'étudiant valide un semestre et ne valide pas l'autre, il ne peut pas passer. Il ne peut pas prendre un seul cours de l'année supérieure. Et l'autre élément, c'est qu'en réalité, les semestres ne sont pas complémentaires, ça ne se compense pas. Donc l'étudiant, par exemple, qui a eu 19 de moyenne sur 20 en S1, au semestre 1, et qui a 9 sur 20 de moyenne au semestre 2, redouble l'année. Donc, ce n'est pas comme si on pouvait faire une addition et diviser par 2 pour faire la moyenne pour aller en deuxième année. À ce niveau, l'étudiant redouble. Même si c'est à cause d'une seule matière que l'étudiant, en fait, n'a pas validé son semestre 2, il va reprendre toute l'année académique pour dire 9 mois multipliés par 2, parce qu'à l'étape actuelle, une année dure 2 ans. Donc, l'étudiant va reprendre 2 ans juste pour une seule matière. Pour nous, à ce niveau, ça aggrave suffisamment les conditions de vie et d'études des étudiants. Un autre exemple également au niveau de ce texte-là, qui fait que pour nous, au niveau des étudiants, c'est véritablement anti-étudiant, c'est le fait qu'aucune absence n'est justifiée. C'est-à-dire que l'étudiant qui rate une évaluation, peu importe le motif, c'est la note de 0 qui lui est attribuée. Qu'il soit malade ou même qu'il ait fait un accident en venant à l'université pendant la composition, c'est simplement la note de 0. Qu'il s'agisse d'une session normale ou d'une session de rattrapage. C'est-à-dire que si c'est une session de rattrapage, c'est-à-dire un second tour, l'étudiant en fait est condamné à l'échec parce qu'il n'aura pas d'autres occasions en fait de reprendre. Il y a assez d'articles à l'intérieur. Peut-être si l'occasion nous permet, on reviendra plus en détail en fait sur les autres aspects de ce texte-là. Alors pour ceux qui nous prennent en marche, Safieta Kabouré, présidente de l'ANEB section Ouaga, est notre convoquée du jour. Avec elle justement nous parlons des conditions en tout cas d'octroi de l'aide phonaire et du prêt phonaire. Alors revenons justement à ces conditions et ces réformes qui sont envisagées. Il y a la question de l'âge, vous l'avez mentionné, il y a la question du remboursement, mais quand on prend la question des moyennes pour le renouvellement de l'aide ou du prêt, est-ce qu'à un moment donné, vous ne vous trompez pas de combat? Est-ce qu'on ne fait pas là de la promotion de la médiocrité? Parce que demander qu'on abaisse suffisamment la moyenne pour que l'étudiant puisse renouveler à souhait son aide, quelque part, est-ce que vous ne vous trompez pas de combat? Non, ce n'est pas une erreur dans le combat que nous menons. Nous avons tantôt dépeint la situation que les étudiants vivent, ce qui les oblige à faire des activités parallèles. Et actuellement, on peut penser que 5 de moyenne, c'est véritablement, c'est tellement peu qu'on ne peut pas en fait demander à un étudiant d'avoir seulement 5 de moyenne. Mais on va vous expliquer. Vous voyez, on a pris l'exemple en fait de ceux-là qui, par exemple, le chevauchement qu'il y a en anglais, l'exemple qu'on a pris. L'étudiant en fait qui est dans une situation où il ne sait même pas est-ce qu'il va reprendre son année. Ou prenons par exemple le cas de ceux qui reprennent. Voilà, l'étudiant qui reprend, il arrive, il n'a droit en fait qu'aux évaluations. Il n'a pas eu droit au cours. Alors que la première compréhension qu'il faut avoir lorsqu'un étudiant reprend, c'est certainement parce que quelque part au niveau de la compréhension des cours, il y a eu un problème. Donc il faut qu'il ait droit en fait à reprendre les cours assimilés avant qu'on parle d'évaluation. Là, il n'a droit en fait qu'aux évaluations. Donc du coup, il y a un problème et il y aura un impact sur les résultats. On dit que le rôle d'un étudiant, c'est d'étudier. Parce que quand on dit un étudiant, ça doit être d'étudier.
Et juge Ouédraogo était revenu sur le fait que au niveau des usines et autres, on doit travailler en fait à prendre en compte le fait que les étudiants qui n'ont pas le même statut que les autres salariés et vivent certaines réalités et il y a des accidents. L'étudiant par exemple qui est obligé de mener une activité pour survivre. Et on précise également au passage que lorsqu'on vient à l'université, la plupart du temps, on est abandonné par les parents. Parce que justement, il y a également cette campagne qui est faite pour dire que les étudiants perçoivent une allocation. Donc du coup, les parents n'accordent pas de soutien. Et même au-delà de ça, c'est quand même un stade de maturité où on ne peut plus concevoir qu'en fait l'étudiant puisse compter entièrement sur ses parents. L'étudiant, par exemple, qui dans ces usines-là a un accident de travail, non seulement en fait, il perd des heures de cours, au lieu d'être à l'université, il est au niveau des usines. En dehors de ça, il a des accidents. Donc du coup, en fait, ça veut dire non seulement il a raté les cours, mais le temps qu'il aurait pu prendre en fait pour pouvoir se rattraper un peu en bossant, il est obligé d'être là en fait en convalescence. C'est clair, on n'a pas besoin d'être un magicien pour savoir que ça aura un impact sur les résultats académiques. Le cas des vigiles qui ont été abordés. Actuellement, si vous faites une étude, vous verrez que la majorité des étudiants font du vigilat. Et donc du coup, on fait le vigilat la nuit et la journée, pour ceux qui peuvent, on se retrouve dans les salles de cours. Là également, on n'a pas besoin d'être un sorcier pour savoir que l'étudiant qui a passé la nuit à veiller, il va manquer de concentration la journée en salle. Donc ça aura forcément un impact sur les résultats. Donc en réalité, les 5 de moyenne, ce n'est pas une promotion de la médiocrité, mais ce qu'il faut se demander, qu'est-ce qui fait qu'un étudiant qui arrive à l'université, ça veut dire qu'il a eu le bac. Donc c'est la preuve qu'en réalité, il n'est pas médiocre. Qui a eu le bac, qu'est-ce qui fait qu'un étudiant se retrouve et a des difficultés même à avoir 7 de moyenne. C'est tous ces éléments qu'il faut prendre en compte et travailler à les résoudre notamment les causes au lieu de s'attaquer aux conséquences parce que les 5 de moyenne ne sont qu'une conséquence. D'accord. Juge Bourma. Oui, il y a aussi, en plus de la moyenne, et par rapport aux réformes qui sont en train de venir, qui sont dénoncées aussi, vous, qu'est-ce que vous proposez pour ce qui est proposé comme réforme? Vous, qu'est-ce qui vous arrange? À ce niveau, ce qu'on a dit, comme on l'a dit... Qu'est-ce qui est contenu dans votre plateforme par rapport au FONER, voilà. Bon, ce qu'on va préciser d'abord au départ, permettez-nous de faire cette précision-là, c'est le fait qu'à l'entame de l'atelier de relecture à Koudougou en octobre 2021, et les autorités du ministère, notamment l'ex-secrétaire général du ministère à l'époque, à l'entame même de l'atelier, a clairement dit qu'en relisant ces textes-là, ils savent qu'ils vont aller à l'affrontement avec les étudiants. Mais il faut quand même qu'ils puissent relire ces textes. Déjà, quelle compréhension est-ce qu'il faut avoir ? Parce que les textes du FONER, si tant est que le FONER est une institution à caractère social et qu'on doit travailler en fait dans le sens de pouvoir donner des allocations aux étudiants pour les aider, c'est se demander ces réformes que les autorités veulent appliquer là et elles sont conscientes qu'elles vont aller à l'affrontement avec les étudiants. Est-ce que réellement c'est à l'avantage des étudiants ? Parce que si c'est à l'avantage des étudiants, il n'y a pas de raison qu'un affrontement se pointe à l'horizon. L'autre élément, c'est que les organisations d'étudiants à caractère syndical n'ont jamais été associées à cette relecture-là. Il y a les représentants des étudiants dans les instances du FONER qui y étaient. Et même ces représentants-là, figurez-vous qu'en réalité, les projets de textes ne leur ont pas été donnés à l'avance. C'est le jour J, notamment le premier jour de l'atelier, qu'on les a communiqués ces textes. C'est clair qu'à ce niveau, si ces représentants avaient eu les textes à l'avance, c'est tellement que la lecture aurait été autre. Donc, à ce niveau, ce que nous disons d'abord, c'est quoi ? Actuellement, l'étudiant est suffisamment clochardisé. Et cette réforme, il n'y a rien d'autre comme objectif si ce n'est de chasser les étudiants hors du campus à long terme. On nous dit que c'est pour sauver le FONER, sauver entre griffes, parce que ce que nous disons, c'est sauver au profit de qui? Lorsque ce sont des milliers d'étudiants qui seront inscrits. On vous donne un chiffre au passage. Et l'année académique 2020-2021, toutes les sessions confondues du FONER, il y a eu 34 467 étudiants. 34 467 étudiants qui ont renouvelé leur aide FONER avec une moyenne inférieure à 7. Donc ça veut dire que si la moyenne de 7 sur 20 passe, c'est des dizaines de milliers d'étudiants qui seront exclus. Donc si on nous dit que ces réformes-là, c'est pour sauver le FONER, c'est se demander c'est au profit de qui. Pour nous, les autorités sont simplement dans une logique d'appliquer des réformes de leurs bailleurs de fonds, parce qu'ils doivent justifier quelque part les subventions qu'elles prennent. Et pour nous,
Et au niveau, l'impact au niveau des étudiants, là, c'est de chasser beaucoup d'étudiants du campus. Ce que nous proposons simplement, c'est de maintenir les 5 de moyenne. Sinon, en réalité, on ne devrait même pas fixer de conditions pour donner les allocations aux étudiants. On précise qu'avant 90, au niveau du Burkina, ce qui était connu comme type d'étudiants, c'était les étudiants boursiers. On ne parlait pas de FONER en son temps, la majorité était boursiers. Les quelques-uns qui n'avaient pas la bourse, c'est ceux qui avaient un certain âge. Actuellement, c'est avec justement l'entrée de notre pays dans les passes que la bourse qui devait disparaître là, les étudiants se sont battus pour qu'on donne une allocation aux étudiants en compensation bien sûr de ceux qui devaient bénéficier de la bourse, mais qui du fait du nombre limité de bourses à 500 là, ils s'étaient exclus. Donc pour nous, s'il y a une proposition à faire là, c'est qu'on ne devrait même pas fixer de conditions en fait pour pouvoir en fait donner l'aide aux étudiants pour qu'ils puissent mener leurs études. Parce que quoi qu'on dise, c'est une question d'éducation, c'est une question de recherche et c'est une question d'avenir de notre nation. Parce que pour une nation qui aspire à un développement, on ne peut pas ignorer que l'éducation, en fait, c'est quelque chose de capital. D'accord. Alors, vous avez tantôt précisé... Oui, j'ai demandé... Oui, moi, j'ai posé la question de savoir, vous avez dénoncé toute la situation, mais votre proposition, c'est quoi? On maintient les anciennes conditions à l'état ou bien vous avez de nouvelles conditions à proposer au niveau des réformes? C'est ça ma question. À l'étape actuelle, ce que nous proposons, c'est qu'on puisse maintenir les textes à l'étape actuelle et que s'il doit y avoir une relecture, que les organisations d'étudiants à caractère syndical y soient associés dans le sens en fait de faire des propositions conformes à la réalité que les étudiants vivent. Là par exemple ma question est répondue parce que là vous laissez en tout cas que vous demandez aussi à être associé au cas où relecture il y en aura. Voilà. Donc maintenant là, c'est un prêt. Voilà. Comme c'est un prêt, naturellement il y a un remboursement effectivement à faire. Donc il y a l'aide et il y a le prêt. Alors est-ce que l'aide aussi est soumise aux mêmes conditions que le prêt ou bien c'est le prêt seulement? Et les conditions de l'aide sont différentes de celles du prêt. Et par exemple... Ça concerne, la relecture également concerne l'aide? Laquelle? La relecture des textes. Oui, c'est des textes qui... les modalités d'octroi de l'aide et du prêt. Okay. Voilà. Mais par contre, à ce niveau, ce qui est paradoxal, on va revenir là-dessus. Prenons l'exemple, par exemple, de la session spéciale du FONER, que les autorités n'avaient pas voulu lancer, mais qu'avec la lutte des étudiants sur le terrain, elles ont lancé finalement. Figurez-vous que tout ce qui est dossier d'aide, dossier de prêt, n'ont pas été rejetés. Tout ce qui est dossier de prêt. Par contre, il y a des dossiers d'aide qui ont été rejetés. Et même les autorités nous l'ont dit lorsque nous avons rencontré les autorités du FONER au tout début. Et elles ont dit clairement que pour ce qui est du prêt, elles n'ont pas de problème. C'est surtout l'aide. Parce que le prêt, on sait qu'il y aura un remboursement. Comment est-ce qu'on peut avoir de l'argent pour endetter la jeunesse pendant qu'elle est encore sur les bancs et dans le même temps on dit qu'on n'a pas d'argent pour leur donner en aide, en allocation pour que ces étudiants mènent leurs études? Pour nous, c'est simplement une question de volonté. Alors, vous parlez de remboursement, mais ce remboursement n'est pas systématique parce qu'au niveau du FONER, il y a des chiffres qui sont avancés. Il y a une dette qui se chiffre à plusieurs milliards de francs CFA. Alors, pour la question du remboursement, est-ce qu'il y a un travail qui est fait au niveau de l'ANEB pour sensibiliser ces militants pour que justement ils fassent ce geste civique-là qui est de rembourser ce que l'État a prêté pour les études? Est-ce qu'il y a un travail qui est fait à ce niveau? Bon, d'abord, avant d'en arriver à une question de faire une sensibilisation, au niveau de l'ANEB, nous sommes même contre le prêt par principe. Parce que ce n'est pas responsable pour un État d'endetter ses enfants pendant qu'ils sont encore sur les bancs. Cette jeunesse conforme, c'est au profit de qui? Dites-nous. C'est au profit de la nation. C'est pour le développement du pays. Pourquoi est-ce qu'on doit leur donner un prêt pour qu'ils se forment et être utiles à leur nation? Pour nous, ce n'est pas responsable. Et si nous sommes dans un état où l'éducation est une priorité, on ne devrait même pas parler de prêt. Mais ça, c'est l'idéal. Actuellement, il y a le prêt. Oui. Maintenant, il faut rembourser. Oui, on va y arriver. Et même à ce niveau, la question de remboursement. Le FONER, même si vous les écoutez, vous saurez que d'année en année, le pourcentage de remboursement, le FONER va au-delà de ses attentes. Les chiffres sont là. Ou dans les derniers documents, notamment pour la dernière session qui s'est tenue, où le taux de remboursement du prêt, ils sont allés au-delà de 100% de leurs prévisions. Ils sont allés à 116, si on ne se trompe pas de chiffre à ce niveau, 116% de recouvrement de leurs prêts.
Ça, à ce niveau, c'est clairement indiqué en réalité. Au niveau des étudiants, ils travaillent en fait à rembourser leurs dettes une fois qu'ils sont dans les conditions. Mais entre vous et nous, dans ces conditions où l'étudiant doit faire 7 ans pour avoir une licence, on dit 7 ans parce qu'il y a des cas. Et il finit la licence et actuellement, avec le nombre contingenté de postes au niveau de la fonction publique, le fait que Antegriff nous fait savoir que le marché de l'emploi est saturé, ce qui fait que l'étudiant même souffre pour avoir un emploi à la fin de ses études ou lorsqu'il dispose d'un diplôme. C'est qu'est-ce qu'on demande à cet étudiant-là, ou au moment où il arrive en fait à avoir un minimum de revenus, automatiquement en fait on puisse impacter ce prêt-là sur son revenu. Donc c'est clair qu'à ce niveau, ce n'est même pas favorable, ça ne lui permet même pas de bénéficier en fait de ce revenu qu'il va avoir lorsqu'il sera en fait, il aura un minimum de revenus à ce niveau. D'accord. Juge Ouedraogo. Alors, actuellement, il y a des nouvelles autorités qui sont installées depuis quelques mois. Est-ce que vous avez déjà rencontré ces autorités-là et qu'est-ce qu'ils disent par rapport à votre plateforme revendicative justement? Vous parlez des autorités à quel niveau précisément? Au niveau, que ce soit au niveau du ministère en charge de l'enseignement supérieur, que ce soit au niveau du FONER, que ce soit au niveau de l'université Joseph Kizerbo, il y a des changements à la tête de ces différentes structures-là. Est-ce que vous les avez déjà rencontrées? Pour les différentes entités, en tant que structure ANEP précisément, aucune d'elles ne nous a encore reçus par rapport à tout ce que les étudiants vivent comme difficulté. On dit bien en tant que structure et ANEP. Au niveau des autorités du ministère, il y a des rencontres qui se sont tenues. Justement, au moment où, au niveau de l'ANEP, nous étions en lutte sur le terrain avec l'ensemble des étudiants au niveau de Ouagadougou, ce que les autorités du ministère ont trouvé à faire, c'est de convoquer toutes les organisations d'étudiants à caractère syndical à une rencontre. Et là, c'était le 21 mars. Donc, c'était à cette occasion où toutes les organisations ont été reçues par les nouvelles autorités au niveau du ministère. Et c'est à cette occasion, justement, que les propositions de relecture en fait ont été faites, notamment les conditions dont on avait tantôt fait cas. Et les autorités avaient voulu que sur le champ, les organisations puissent prendre l'engagement et d'accepter ces réformes-là. Et nous avons été unanimes. Nous avons dit que non seulement pour nous-mêmes, ces réformes ne pouvaient pas passer, mais il n'était pas non plus question d'aller répondre au nom des étudiants sans les consulter. Donc nous avons d'abord fait le point, toutes les organisations en coalition aux étudiants, avant de faire un retour au niveau des autorités du ministère. Donc en tout, ce sont 2 rencontres qui se sont tenues avec les autorités au niveau du ministère. Mais à part elles, pour les autres, il n'y a pas eu de rencontre, que ce soit uniquement notre organisation, voilà, ou avec d'autres organisations. D'accord. On l'a rappelé, il y a eu une grève de 48 heures et il y a eu également la marche qu'on a vue dernièrement le 12 mai dernier. Au-delà de ces actions pour interpeller l'autorité, la suite c'est quoi? D'abord, pour ces actions, permettez-nous de revenir sur un aspect, notamment lorsque nous marchions le 12 mai, vous étiez d'ailleurs à nos côtés au niveau du ministère. D'abord, le ministre lui-même n'a pas daigné nous recevoir. Il a préféré à l'occasion aller recevoir du matériel que de recevoir en fait ceux qui l'administrent. Il s'est fait représenter à ce niveau. Et promesse avait été faite de nous revenir au niveau de l'ANEP par rapport à un retour quelconque de nos revendications. C'était le 12 mai et aujourd'hui, on est au 8 juin, il n'y a pas de retour qui nous a été fait. Ce que nous avons constaté sur le terrain, c'est simplement le lancement de la première session 2021-2022 du FONER, qui était d'ailleurs la deuxième revendication de la lutte en cours, parce que la première revendication, c'est l'annulation pure et simple et des réformes au niveau du FONER. Et cette deuxième revendication, qu'on pourrait penser que c'est en train d'être satisfait, et non, nous, ce n'est pas le cas, parce que c'est au-delà du lancement, on a parlé du paiement. Parce qu'une chose est de lancer la session, que les étudiants déposent leur dossier, mais une autre est qu'on puisse les payer. Parce que facilement, cette question de paiement peut même aller au-delà de rentrer dans les vacances. L'autre élément, c'est qu'en réalité, ça a été lancé avec les nouvelles conditions que nous avons rejetées tantôt. À l'étape actuelle, après ces actions que nous avons faites, qui a d'ailleurs en fait face une fois de plus au mépris des autorités du ministère, parce qu'on l'avait dénoncé à l'occasion de la marche. On avait dit que depuis que nous sommes en lutte, et juge Ouedraogo l'avait tantôt abordé, les autorités ne nous ont pas convoqués au niveau de l'ANEP.
On ne nous a pas appelés à une table de discussion. Et jusqu'à l'étape où nous vous parlons, malgré la marche que nous avons faite et le message que nous leur avons transmis ce jour-là, rien ne nous a été communiqué d'abord. Et même le nouveau texte dont il est question, promesse avait été faite de nous le transmettre une fois que ça sera signé, mais jusqu'à présent, nous n'avons rien reçu. Et on se pose bien des questions là-dessus. Et on précise également une communication qui pour nous, en réalité, n'est pas favorable en fait à un climat de dialogue, n'est pas favorable à un climat apaisé dans nos espaces universitaires. Tenez-vous bien qu'après la marche que nous avons fait au niveau du ministère le 12 mai, et après nous avoir pas reçus, les autorités ont communiqué sur leur page Facebook en disant que c'est un groupe d'étudiants se disant de l'ANEB qu'eux ils ont reçu. C'est véritablement dire à quel point en fait cette communication, ça veut dire que les autorités nient ces étudiants qui sont venus en fait poser leurs préoccupations. Et le ministère n'était pas à sa première sortie en la matière. D'accord. Alors nous sommes presque au terme de cette émission, mais comme le dernier mot revient au juge, chacun aura peut-être 30 secondes pour un commentaire, une dernière question. Juge Ouedraogo. Oui, c'est juste remercier mademoiselle Kaboré pour l'ensemble des informations qui ont été partagées et dire qu'on se rend compte que la clochardisation des étudiants continue. Malgré les efforts que disent faire nos autorités, on se rend compte que sur le terrain, les étudiants deviennent de plus en plus misérables. Or, un pays qui veut se construire un avenir radieux ne peut qu'investir dans l'éducation, ne peut qu'investir dans la formation de sa jeunesse. Si cela n'est pas fait, nous courons le risque justement que dans les années à venir, nous n'ayons pratiquement plus d'université que de nom. Mais dans la réalité, nous n'aurons plus véritablement d'étudiants et les autorités sont interpellées sur la nécessité véritablement de se pencher sur cette situation, surtout qu'il y a environ 10 ans, on avait fait les états généraux de l'enseignement supérieur, mais on se rend compte que malheureusement le remède n'est toujours pas trouvé et sans les étudiants, ce n'est pas possible de trouver des solutions. Il faut mettre tout le monde ensemble pour discuter. Merci, Juge Ouedraogo. Juge Bouma. En ce qui me concerne, je m'intéresse vraiment aux questions d'éducation, mais pour ce qu'elle vient de dire, je pense également qu'il nous faut tendre une convocation ceux qui sont en face pour lever un certain nombre de zones d'ombre, si tant est qu'elle dit est vrai, parce que c'est quand même suffisamment fort. Donc, moi, mon mot de fin, c'est adresser une invitation aux autorités universitaires de venir également donner suffisamment de précision sur ce qui a été dit. Ok. Safiata Kaboré, c'est bien ça, présidente de l'ANEB, section Ouagadougou était notre convoquée. Merci d'être passé à la barre du tribunal de l'actualité avec vous. Comme on l'a dit, on est revenu sur les réformes en cours au niveau du FONER. Merci pour les clés de lecture en tout cas données pendant cette convocation. Merci, messieurs les juges. C'est ici qu'on va mettre un point final à la présente convocation. On se donne rendez-vous demain avec la même mission. Poser un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders True TV et Watt FM.